Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. Le FMI, qu'est-ce qu'il nous dit le FMI qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019 dans le monde? On fera 3,7 et pas 3,9. Rien d'alarmant. Ou peut-être on se dit peut-être le début de quelque chose. Non, il n'y a rien d'alarmant dans ce que dit le FMI. Tous les indicateurs avancés de croissance économique nous disent que le point haut était il y a un bon 6 mois, donc on est en phase de ralentissement global. Ralentissement à 3,6%. Oui, exactement, c'est pas en soi global. Alors la seule chose, c'est quand même les moyennes, il faut s'en méfier. C'est comme si on vous dit que vous allez traverser une rivière et qu'en moyenne, la profondeur est d'1,50 m, méfiez-vous quand même. Parce que les moyennes peuvent cacher quand même des gros écarts. Ouais. Là, c'est la même chose. Sur la croissance globale, vous avez les États-Unis qui font vraiment bande à part. Aujourd'hui, il y a un programme fiscal qu'on connaît tous bien maintenant, qui est en train de mettre l'économie américaine au seuil de la surchauffe. Merci, M. Trump. Alors, merci. Je ne suis pas sûr qu'il faille le remercier. Pour deux raisons. Dire ça aux chômeurs qui ont du travail, dire ça aux gains ça fait longtemps que richesse aux entreprises. Ça fait longtemps que le chômage n'est pas un problème aux États-Unis. Non, je ne suis pas sûr qu'il faille le remercier pour deux raisons. La première, c'est que si vous n'êtes pas américain, la réalité des choses, c'est que la croissance américaine se fait en fait aux dépens de la croissance du reste du monde. Ce qui est très nouveau. D'habitude, les États-Unis, c'est une espèce de force d'entraînement, de locomotive pour le reste du monde, et tout le monde en profite parce qu'on exporte vers les États-Unis. Et naturellement, la posture protectionniste ou néo-mercantiliste, comme on veut, fait qu'en réalité, Donald Trump essaie d'avoir une croissance qui soit de plus en plus domestique, et non pas qui repose sur les importations. Donc demander aux Chinois s'ils se félicitent de la croissance américaine, je pense qu'ils ne s'en féliciteront pas complètement. Donc la première des choses, c'est qu'il y a... Ce sont des grands importateurs, les Américains, pardon. Il reste... combien il y a de déficit commercial est gigantesque aux États-Unis. Je veux dire, là, il y a une croissance domestique, mais qui fait la part belle aux importations. Mais précisément, c'est exactement cela que Donald Trump veut enrayer. Oui, il veut. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est pas la réalité du moment. C'est pas la réalité aujourd'hui. Oui, non, mais dans les perspectives de croissance que nous offre le FMI dans les 2 prochaines années, c'est une croissance qui va être, si l'on en croit, en tout cas les intentions de Donald Trump, c'est une croissance qui va être très tirée par les États-Unis en termes de moyenne arithmétique, mais dont le reste du monde va peu profiter. Mais ce n'est pas une leçon, Didier Saint-Georges, justement, de voir que quand on fait feu de tout bois, quand on ouvre les vannes budgétaires, notamment fiscales, on a des résultats. Le reste du monde ralentit et les États-Unis continuent d'accélérer. Non, mais alors précisément, parce que c'est ce que je pense l'actuel dirigeant de l'Italie croit. C'est-à-dire qu'on peut en effet générer la croissance, quitte à ce que ce soit fait par des gros déficits budgétaires menant à une augmentation de l'endettement. Finalement, si ça fait de la croissance, pourquoi s'en plaindre? Aujourd'hui, c'est ce que fait Donald Trump, parce que les États-Unis, ce qui est quand même là aussi historique, c'est le seul pays du monde développé, le seul, qui augmente en ce moment son taux d'endettement. On est tous là à essayer de réduire un petit peu notre endettement en se disant quand même, c'est difficilement en France, encore augmenté en France. Voilà, on a beaucoup de mal, mais Dieu sait qu'on essaye. Aux États-Unis, on n'essaye pas. Le taux d'endettement continue d'augmenter largement. Le déficit budgétaire va atteindre les 5%. Public ou privé? Total. Le taux d'endettement privé, il est déjà très élevé. Le taux d'endettement public, il est en train d'augmenter. Privé entreprise ou privé ménage? Les deux, parce que les ménages... Un peu moins les ménages, on dit justement. Non. Les ménages se sont beaucoup endettés dernièrement. Simplement, c'est beaucoup moins, comme c'était il y a 10 ans, sur la dette immobilière, et c'est beaucoup plus sur la consommation, le crédit à la consommation. Le taux d'endettement des ménages en crédit à la consommation est un plus haut historique aujourd'hui. Un plus haut historique. Il faut voir le service de cette dette, il faut voir si c'est ça. Voilà, une fois, il faut voir ce que ça coûte tous les mois de la rembourser. Voilà, on avance effectivement dans la problématique. Vous ne vous a pas échappé que depuis quelques semaines, et en particulier depuis quelques jours, il se passe quelque chose qu'on pressentait depuis pas mal de temps. Je me souviens qu'on en avait parlé la fois dernière où on s'était vu, et ça y est, ça commence à se produire. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation aux États-Unis où vous avez une croissance qui est tirée par le déficit. Bon, très bien, ça veut dire que le gouvernement américain doit émettre énormément d'obligations pour financer son déficit. Qui va acheter ces obligations? Le reste du monde.
D'abord, ce ne sera pas la Fed, nous sommes d'accord. Non, la Fed n'achète plus, c'est fini. Fini. Alors, est-ce que le reste du monde a envie d'acheter de la dette américaine aujourd'hui? Ce que vous constatez, c'est que le premier acheteur historique, qui est la Chine, n'en achète plus. Il ne vend pas, il n'achète plus. Je ne sais pas s'ils ne vendent pas. Vous êtes peut-être mieux informé que moi. Non, on ne le sait pas, ça. On n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on sait qu'ils n'achètent plus. Alors, ils n'achètent plus non pas pour faire des misères à Donald Trump, encore que ça ne leur poserait pas trop de problèmes, j'imagine, mais simplement parce que la Chine, aujourd'hui, ne génère plus d'excédents commerciaux. Ça veut dire que la transition entre une économie exportatrice, mercantiliste, oui, sûrement, qui se tourne de plus en plus vers les services domestiques, la consommation intérieure, c'est le produit en fait, cet excédent commercial qui se réduit. Ils ont un petit peu moins de compétitivité. D'autres pays sont devenus très compétitifs. Mais c'est voulu. Donc, c'est voulu. Ils ne regretteraient pas d'être capables toujours d'exporter très, très largement, mais effectivement, la loi du genre fait que quand vous augmentez le niveau de vie de votre population, petit à petit, vous êtes dans une situation de moins de déflation domestique et donc davantage d'importation. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui va acheter la question de qui va acheter, c'est bon du Trésor américain qui finance la politique de Donald Trump. Voilà, donc, exactement. De moins en moins d'acheteurs classiques sont prêts à le faire. La raison principale, c'est que d'une part, donc l'acheteur majeur, la Fed, a disparu. La Chine a disparu en tant qu'acheteur. Le Japon. Il reste le Japon et l'Europe. Le problème aujourd'hui, c'est que les grands acheteurs de dette publique, de dette américaine notamment, sont les grandes institutions, les compagnies d'assurance, les banques, etc. Ces pays-là, ces institutions ont pour tradition, par une sorte de règle de prudence, de couvrir le risque de change quand ils achètent ces obligations américaines, pour éviter d'avoir le risque que la monnaie s'effondre et que la valeur de perdre plus sur le change qu'ils remportent sur les taux d'intérêt. Donc ils couvrent le risque de change. Qu'est-ce que le coût d'une couverture de risque de change? C'est la différence de taux d'intérêt entre la monnaie que vous empruntez et la monnaie que vous prêtez, qui fait le taux de change à terme. Or, aujourd'hui, les différentiels de taux d'intérêt entre Japon et les États-Unis sont tellement élevés que la couverture de change est très très chère. Ce qui fait qu'il est de moins en moins intéressant pour un institutionnel européen ou un institutionnel japonais d'acheter, d'investir dans de la dette américaine. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les taux d'intérêt aux États-Unis sont en train de décaler très sérieusement, les taux à 10 ans, les taux à 30 ans. 3,25, on est à 3,25. On a cassé toutes les résistances historiques depuis 20 ans. Oui, mais c'est ça les changements de tendance. Sans accélération. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, mais voilà, c'est simplement un reflet de l'économie américaine qui devient inflationniste, mais qui serait tiré par des anticipations d'inflation importantes. Et ce n'est pas le cas. Quand vous regardez dernièrement comment a évolué l'anticipation générale d'inflation, elle a assez peu évolué. Donc c'est le risque américain. Ce n'est pas le risque, c'est un déséquilibre de liquidité entre les besoins de financement de l'économie américaine parce qu'elle est financée à crédit, parce que cette croissance dont tout le monde se fait les gorges chaudes, en réalité est un financement à crédit, et qu'en face de cela, vous avez de moins en moins de gens qui veulent prêter de l'argent, et donc le taux d'intérêt augmente. Alors vous allez me dire, peu importe, c'est un retour à la normale, finalement, c'est pas très grave. Oui, sauf que ça fait 10 ans que les taux d'intérêt ont été extrêmement bas, et vous avez notamment les particuliers, dont vous parliez tout à l'heure, qui se sont mis dans l'immobilier, ont investi sur la base de taux d'intérêt très bas, et si les taux longs, à 10 ans, à 30 ans, augmentent, alors les taux hypothécaires, les fameux mortgage rates, vont monter également, et la possibilité pour les ménages américains de s'offrir de l'immobilier résidentiel va devenir beaucoup plus faible. Ça va coûter nettement plus cher. Et donc, ça pourrait faire ralentir le marché immobilier et donc l'économie américaine, l'effet richesse, etc. Donc, la limite de l'exercice, c'est de se dire qu'effectivement, comme il y a des équilibres entre l'offre et la demande de papier de bande du Trésor aux États-Unis, ça fait monter les taux à 10 ans qu'on voit, mais on est à 3,25%. Quand on va arriver à 3,5%, il y a des gens qui vont se dire... c'est comme intéressant, non, de la dette sans risque américaine à 3,5 ou 4%. Oui, c'est possible. Et donc, ils vont en acheter, et donc, ça pourrait d'ailleurs faire rebaisser les taux. C'est pour ça qu'on n'ira pas à 5%. Ça se financera très bien. Et finalement, on ne voit pas de problème de financement aujourd'hui, parce qu'à vous écouter, il y aura un problème de financement. Ce n'est pas un problème, c'est un coût. C'est simplement un coût de financement qui a été extraordinairement bas et qui, effectivement, se normalise, et se normalise sur des taux d'endettement qui sont très élevés. Et la problématique, là, elle ne concerne pas que les États-Unis. Et je suis assez d'accord pour dire que les États-Unis ont une faculté de résistance à ce problème-là plus élevée qu'ailleurs. Prenez le cas plus extrême, plus proche de chez nous, l'Italie.
Pourquoi il y a tant de stress autour de l'Italie? Ce n'est pas juste à cause de ces histoires de négociations budgétaires où on est dans la posture politique, où je pense que finalement il y a une espèce de compromis qui sera arrivé. Personne n'a envie de prendre la responsabilité d'une crise financière majeure. Certainement pas le gouvernement italien d'ailleurs, qui souhaite quand même arriver aux élections européennes l'an prochain avec une sorte de crédibilité et non pas de faiseur de crise. En revanche, la problématique, c'est que vous avez une économie qui est très endetté et qui, par conséquent, est très, très vulnérable à une hausse des taux d'intérêt. Et qui n'a pas 3% de croissance, qui est à 1. Exactement. Donc vous avez une problématique de taux d'endettement, c'est-à-dire dette ramenée au PIB. Si le coût de la dette augmente et que le PIB ralentit, vous avez simplement un taux d'endettement qui devient absolument intenable. Donc c'est très important d'avoir en tête qu'une hausse des taux qui part de niveaux très bas, c'est une hausse des taux qui sera très difficilement tenable sur des taux de dette très élevés et une économie qui ralentit. Et ce n'est probablement pas une problématique des 2 mois qui viennent, mais je suspecte que ce sera la grande problématique de 2019. Une problématique, vous avez un télescopage, et ce mot-là, on l'avait déjà abordé ensemble, un télescopage entre d'une part un taux d'endettement qui est très élevé, qui a été réduit nulle part, qui aux États-Unis est encore en train d'augmenter, d'autre part, une hausse des taux d'intérêt, qui en soi n'est pas problématique, si ce n'était pour ce taux d'endettement très élevé. Et troisième télescopage, une économie globale qui commence à ralentir, comme commence à le voir le FMI. Et donc ce télescopage-là, c'est ça le sujet de 2019, me semble-t-il. Voilà, c'est ça le sujet, mais si il n'y en a pas un plus que l'autre qui mérite d'être scruté, encore une fois. On regarde autant le 10 ans. En gros, le juge de paix, c'est les taux à 10 ans italiens et américains. On regarde que ça aujourd'hui? Alors, oui, c'est la bonne question, parce que finalement, quand vous avez un passage d'une période de liquidité extrêmement abondante à une période de liquidité un peu moins abondante et de moins en moins, parce que les taux d'intérêt montent, la Fed réduit la taille de son bilan, M. Draghi, à la fin de l'année, n'achètera plus des obligations, etc. Donc vous avez une réduction de la liquidité disponible. Donc vous avez un renversement, un retour complètement en arrière du phénomène qu'il y a eu pendant 10 ans. C'était quoi le phénomène des 10 ans passés? C'était le suivant. Un excès de liquidité a fait baisser les taux d'intérêt. Puis par rééquilibrage des portefeuilles, les investisseurs se sont mis à aller chercher du rendement là où il y en avait encore. Donc ils ont acheté du crédit, plus sur les ils ont acheté des actions. Donc l'augmentation des liquidités, petit à petit, par effet un peu de domino, a profité à tous les actifs financiers. Là, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir donc le détricotage de cette tendance. Tout doucement. Voilà, tout doucement. Donc, qu'est-ce qui commence? La hausse des taux d'intérêt, normal. La prochaine étape, c'est que cette hausse des taux d'intérêt va commencer à poser une problématique pour les produits de crédit, qui ne sont plus devenus des produits de crédit, puisque les spreads s'étaient réduits considérablement. Tout le monde allait chercher du rendement, donc les spreads de crédit se sont réduits. Donc je suspecte que le prochain sur le rendement, sur les valeurs au rendement, c'est ça? Je voulais dire, c'est les valeurs au rendement qui, pour le coup... Ou les obligations privées, investment grade ou high yield, enfin tout cet environnement-là qui a des taux très très bas. Trop bas par rapport au risque sous-jacent d'entreprises qui ne sont peut-être pas en si bonne forme que ça. Je ne parle même pas de cela, parce que pour l'instant, les entreprises ne vont pas si mal. Non, c'est un problème de liquidité. C'est-à-dire que des produits de crédit qui, normalement, sont constitués d'un matelas de rendement plus d'une prime de crédit, d'un spread de crédit, ce spread de crédit s'est réduit à presque rien. Donc, c'est devenu des produits de taux d'intérêt, finalement. Et donc, ces taux d'intérêt ont beaucoup baissé, donc ces produits-là ont vu leur prix monter considérablement ces dernières années. Les investisseurs en obligations privées ont gagné beaucoup d'argent ces dernières années. Ce qui va se passer là, c'est que ces produits-là vont redevenir des produits de crédit. Par manque de liquidité, le risque va redevenir un risque classique de crédit. Autrement dit, les crédits de mauvaise qualité qui n'étaient pas pénalisés parce qu'il y avait tellement de liquidités que les taux d'intérêt et les spreads de crédit baissaient en dépit de la mauvaise qualité, et bien là, les spreads de crédit vont davantage de nouveau refléter la réalité du crédit. Et donc ceux qui étaient très faibles, voilà, c'est plus sain, mais sauf que ceux qui étaient fragiles vont en souffrir. Et ce qui va se passer là, c'est la même chose pour la dette souveraine, parce qu'on est dans la même logique de crédit. Le fait que l'Italie ou d'autres pays européens soient un crédit
pas d'excellente qualité, dans leur capacité de remboursement à long terme, n'était pas un problème dès lors qu'il y avait toute cette l'Italie qui se rapproche de la Grèce en termes de taux à 10 ans, l'Italie va tout doucement vers le niveau grec. Le point important, c'est que pour l'instant, vous avez toujours beaucoup de liquidités disponibles, une banque centrale qui achète toujours, même si elle achète moins, elle achète toujours des obligations privées. Donc vous avez toujours un taux de rendement qui ne reflète pas la réalité du crédit du pays. 2019, vous allez dans une situation de retour à la normale. C'est-à-dire... Mais sans excès, retour, encore une fois. Mais non, mais ce n'est pas une question d'excès, c'est une question de se dire que le crédit, la qualité du crédit de l'Italie, ce n'est pas tout à fait la même chose que la qualité du crédit de l'Allemagne. Et c'est mieux comme ça. C'est peut-être mieux, sauf si vous êtes porteur des obligations italiennes, et vous l'avez fait parce que les taux d'intérêt baissaient, donc c'était un excellent investissement. Depuis des années, il valait mieux être sur la dette italienne que la dette allemande. Donc vous avez une très grosse concentration d'investisseurs, de compagnies d'assurance, alors beaucoup en Italie, mais également en Europe. En Italie, il faut expliquer qu'en Italie, les investisseurs qui ont acheté la dette italienne ont gagné à la fois sur des taux d'intérêt donc plus élevés, en même temps, comme les taux d'intérêt italiens ont baissé sur... Voilà, ils ont gagné en capital également. Également sur la partie capitale. Voilà. Mais juste un truc, Didier Saint-Georges, on imagine que si ça tourne au vinaigre, encore une fois, parce que le gouvernement italien, via Luigi Di Maio, a quand même dit clairement qu'il n'y aurait pas de nouveaux efforts qui seraient faits si on va au clash, encore une fois. La BCE, elle va rester comme ça, les bras ballants, parce qu'elle n'achète plus rien, enfin de moins en moins, elle n'achètera plus le 31 décembre. Elle laissera faire. Je vous dis, Quand on voit ce qui s'est passé avec la Grèce, qui était juste... qui ne pesait pas grand-chose, pardon, mais c'est quoi? C'est quelques pourcents de la zone euro, la Grèce. Là, on est sur 15%. Non, c'est même pas 1%. Voilà, donc l'Italie, c'est un gros morceau. C'est la troisième économie de la zone euro. La BCE, elle sera faire. Bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. C'est pas le sentiment qu'elle donne aujourd'hui, en tout cas. Il ne faut pas se tromper sur la séquence. Dans un premier temps, il s'agit de quelque chose de connu, qu'on a vu par le passé, c'est-à-dire une situation politique de négociation et de tentative de compromis. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le gouvernement italien n'inspire pas une grande confiance à la Commission européenne, donc c'est difficile de négocier avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance, mais on est toujours dans un schéma classique. Ce qui est beaucoup plus embêtant en 2019, et je reviens à ce thème principal, c'est que vous allez avoir ce télescopage entre, d'une part, la Banque centrale européenne qui ne sera plus en mesure d'acheter des obligations d'État, ça sera terminé. Elle ne peut pas non plus baisser les taux d'intérêt parce qu'elle ne les a pas encore remontés. Donc la BCE sera désarmée et dans le même temps, le problème survient si vous avez un ralentissement économique. C'est ce scénario-là qui rend le problème de dette souveraine aigu. Si vous avez de la croissance, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, si vous avez de la croissance, c'est masqué. Finalement, oui, vous avez une dette qui a un taux d'endettement qui reste à peu près stable. C'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Mais dès lors que la croissance ralentit, là, le taux d'endettement devient très très aigu. Ça devient un problème de dette souveraine. Historiquement, ça se transformait en risque politique sponsorisé par la BCE, qui revenait comme en 2012 en disant « vous inquiétez pas, je prends en charge le risque souverain, donc vous pouvez dormir tranquillement le soir ». Aujourd'hui, on est dans une situation où au prochain ralentissement économique, la dette souveraine italienne sera un risque qui est réel mais en la zone BCE euro, ne sera pas là. Qui est réel en zone euro, mais qui n'est pas aux États-Unis. Justement, donc finalement, 2019, si on se projette un tout petit peu, remonter les taux d'intérêt aux États-Unis, que font les marchés actions? C'est ça le sujet. Parce que derrière, à partir d'un certain niveau, encore une fois, il peut y avoir des arbitrages entre des gens qui vont se dire moi, des obligations américaines à 3,5, à 3,7 ou 4%, c'est peut-être mieux que les marchés actions. D'autant que Marc Turantino, que vous connaissez, qui était là hier sur ce plateau, nous disait mais la tech américaine, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que derrière, tout le reste, les marchés émergents, il y a plein de micro-marchés, marchés entre guillemets, qui subissent un crack. Et donc, il y a la tech américaine qui monte, et dans la tech, effectivement, il y a la tech ou les banques, mais il n'y a que ça qui fait monter Wall Street. Oui, ce n'est même pas toute la tech. Vous avez littéralement 80% de la performance de la tech qui est faite avec 5 valeurs. Et dans le S&P 500, le grand indice général aux États-Unis, vous avez à peu près 40% des valeurs qui sont en perte depuis le début de l'année. Donc, je suis assez d'accord, je ne sais pas si on le dit de la même manière, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble du marché américain qui monte. C'est vraiment une fraction qui concentre tout ça. Il ne reste plus que ça qui monte, parce que c'est vrai que les marchés actions européens ne montent pas. Aux États-Unis, quand on discrimine effectivement sur S&P non plus, il ne reste plus que quelques valeurs tech américaines qui donnent le là. Qui sont les espèces de nouvelles valeurs refuges sur lesquelles tout le monde s'est précipité. C'est ce qui m'expliquait. Et l'analogie, je trouve, qui reflète un peu cela aujourd'hui, ou en tout cas en allant vers 2019,
c'est l'analogie du refuge, du vrai refuge à la montagne. Si vous êtes en montagne et que le ciel commence à s'obscurcir, il commence à y avoir des gros nuages noirs, mais vous voyez un refuge, donc vous vous dites c'est bon, je vais me mettre à l'abri, vous arrivez au refuge, vous ouvrez la porte et vous apercevez qu'il est déjà complet. Tout le monde s'y est déjà précipité et donc vous ne pouvez pas vous protéger. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet des marchés actions qui en effet vont avoir un petit peu de mal à digérer une hausse des taux d'intérêt, soit parce que ce sont des valeurs fragiles, soit parce que ce sont des valeurs fragiles qui souffriront de la hausse des taux d'intérêt, soit ce sont des valeurs qui ne sont pas fragiles, mais qui en revanche aujourd'hui concentrent l'essentiel du positionnement des investisseurs et donc qui sont des mains de plus en plus faibles aujourd'hui. Donc c'est ça le vrai sujet 2019. Ah oui, absolument. C'est voir comment cette hausse de taux long aux États-Unis va contaminer ou pas les marchés actions. Ouais. Et ce qui reste de poche de performance sur la tech américaine. C'est ça le sujet clé, on finit là-dessus? Oui, oui, absolument. Alors, ce n'est pas seulement sur les actions, je vous disais sur les marchés de crédit. Oui, et là, ça joue également. En zone euro, pour le coup. Surtout non, aux États-Unis, pareil. Ouais. États-Unis, pareil. Oui, oui, sauf qu'ils ont la croissance, pardon. On attend 25% de hausse des trimestriels aux États-Unis, enfin 25% encore au troisième trimestre. Ouais. Ils ont une croissance à 3%. La croissance c'est moins aigu le problème chez eux. Sauf que la croissance génère son propre antidote. La raison pour laquelle les taux d'intérêt montent aux États-Unis davantage qu'ailleurs, c'est précisément parce que la croissance contribue également à la hausse des taux. Parce qu'en effet, on commence à avoir ces frémissements qu'on trouve souvent quand on est proche de la surchauffe, de petites pressions inflationnistes qui commencent à se préciser, de tensions sur les salaires. Tout ça contribue aussi à la hausse des taux d'intérêt. Donc vous avez une problématique de liquidité qui s'ajoute à une problématique de cycle économique. Donc les États-Unis ont leurs propres soucis et je vous disais que le marché de l'immobilier aux États-Unis aujourd'hui a énormément profité de taux très très bas. Donc l'économie américaine n'est pas immune à une hausse des taux d'intérêt. Donc je crois que c'est un vrai sujet. Ouais. On termine là-dessus. Didier Saint-Georges, je lisais il y a quelques jours, c'était le Nouriel Roubini, vous savez, un des rares qui a vu la crise des subprimes en 2008. Il n'a vu que ça depuis. mais Oui, il a quand même vu. Oui, ça l'a rendu célèbre depuis. Oui. Et il y a une tribune qu'il a sortie dans les Échos où il explique que tous les ingrédients, il parle de 5 ingrédients qui sont réunis pour une crise financière en 2020. S'il y a des problèmes, ça sera 2020, avec guerre commerciale, avec hausse de taux, un peu tout ce qu'on a dit là. Mais que finalement, ça posera problème. Enfin, la crise financière, c'est pour 2020, c'est pas pour 2019. Aucune idée. J'en sais rien. Nouriel Roubini, ça fait 10 ans qu'il annonce la prochaine crise. Alors, il va finir par avoir raison. Mais est-ce que ce sera 2019 ou 2020 ? J'en sais rien. Mais indépendamment du timing, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas se tromper sur d'où elle viendra. Il ne faut pas se protéger contre la crise précédente. Il faut se protéger contre la crise suivante. Et la prochaine vient d'une problématique de liquidité. Ce n'est plus une faillite du secteur bancaire comme on a eu il y a 10 ans. C'est une problématique de liquidité. C'est-à-dire que vous avez des marchés qui se sont ajustés sur des taux d'intérêt bas éternels. Quand les taux commencent à remonter, il faut regarder qui sont les plus vulnérables à cette remontée des taux d'intérêt. Et à partir de là, vous avez le débouclage des dominos qui vont Et le premier domino ? Le premier domino, c'est les taux d'intérêt eux-mêmes, c'est-à-dire les investisseurs sur les taux d'intérêt. Si vous détenez de la dette américaine depuis quelque temps en vous disant, voilà, c'est un des actifs les plus sûrs au monde, donc je vais avoir une allocation d'actifs importante en obligations d'État à long terme américaines, depuis quelques semaines, vous commencez à perdre de l'argent par la remontée des taux. Le domino suivant, je suspecte, ce sera le domino du crédit. C'est-à-dire ces émetteurs privés qui, à la faveur d'une liquidité surabondante, ont pu obtenir des taux d'intérêt très très bas en dépit de leur qualité de crédit parfois contestable. Ceux-là vont voir des spreads de crédit qui vont s'élargir et les porteurs de ces obligations privées vont sentir leur douleur. On en reparlera d'ici là, évidemment. C'est très intéressant avec Didier Saint-Georges, donc membre du comité d'investissement chez Carmignac Gestion. Chez Carmignac, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci.